Donc, bonsoir à tout le monde. Le titre étant du bon usage de la biologie clinique, je souhaite en fait vous parler du dépistage prénatal d'une hémoglobinopathie et y a-t-il un problème? Et comme je vous l'ai dit, je parle au nom de l'équipe. Et je ne vais pas vous faire un cours absolument détaillé sur cette fin de soirée sur les hémoglobinopathies, donc je vais plutôt passer au travers de manière assez large, mais essayer de vous faire passer quelques messages. Donc vous savez que si on a une diminution de la production des chaînes de globine, qu'elles soient alpha ou bêta, on parle de thalassémie, alpha et bêta. Et par contre, si on a une mutation qui entraîne un variant de l'hémoglobine, ben la chaîne est en général en quantité normale, mais elle est de structure anormale. Et on peut comprendre que ça a un impact puisque pendant la phase fœtale, nous avons besoin de fabriquer de l'hémoglobine F qui a besoin de chaîne alpha-gamma. Et à l'âge adulte, nous avons essentiellement besoin d'hémoglobine A qui est fait de chaîne alpha et bêta. Alors les hémoglobinopathies, évidemment, c'est quelque chose de rare quand on parle des malades. Je pense que chaque médecin en a vu assez peu dans sa vie et il y a d'ailleurs des centres de référence pour avoir une expertise clinique suffisante pour pouvoir suivre ces patients. Par contre, les hétérozygotes sont quand même relativement fréquents. On appelle ça aussi des porteurs sains. Et donc, dans une étude que nous avons faite en 2014-2015, et nous avons publié cela, vous voyez ici que, par exemple, on vous rapporte les porteurs sains de l'hémoglobine S, et vous voyez que dans des grandes villes comme Bruxelles, Anvers ou Liège, on a une incidence à la naissance qui est très, très importante des porteurs. Ça veut dire que les porteurs, en tout cas ceux-là, on va les voir de manière fréquente. Alors, quand on parle du bon usage de la biologie clinique, ben, la première question, c'est est-ce que ça a un intérêt de faire des analyses et donc de faire un dépistage prénatal des hémoglobinopathies? Alors, ben, ça va permettre d'informer un couple pour prendre une décision. Cela va permettre d'informer un couple pour prendre une décision si ce n'est pas trop tard. C'est à réserver une population à risque d'une hémoglobinopathie. Il faut dépister toute femme désirant une descendance avant toute procréation. Et rien n'est faux. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je ne sais pas si, Frédéric, tu peux regarder dans le chat ce que l'auditoire ou l'audience va écrire. Je regarde. Non, je ne vois rien. Il faut réveiller les troupes. 5. Donc, rien n'est faux. On va informer si c'est pas trop tard. Rien n'est faux, rien n'est faux. Rien n'est faux, rien n'est faux. Stop, n'en jetez plus. Très bien. Excellent. Donc, en effet, rien n'est faux, mais c'est certain que cela va permettre d'informer un couple si... stop. d'informer un couple pour prendre une décision si ce n'est pas trop tard, mais néanmoins, même si la décision n'est pas trop tardive, ou elle est tardive, ben, ça va pouvoir quand même informer pour une grossesse suivante éventuellement. Alors pourquoi? Mais en fait, ce sont des maladies autosomiques qui sont récessives. Donc si en vert, on a un gène normal et en rouge, un gène muté, que la maman est hétérozygote et que le père, ou devrais-je dire le géniteur, puisque non pas que le père ne soit pas le père, mais que vous avez une fécondation in vitro avec un donneur de sperme, par exemple, vous avez donc le père biologique, s'il est également hétérozygote, eh bien, il y aura un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. Et c'est donc pour ça qu'on va faire le dépistage prénatal. En général, on commence par la maman. Et ces malades, c'est quoi? Ce sont essentiellement la thalassémie transfusion dépendante, qu'elle soit alpha ou bêta-thalassémique, et puis tous les cas de drépanocytose ou syndrome drépanocytaire. Alors, il y a toute une série de combinaisons et vous avez des publications. Donc, le MQN, par exemple, dans le European Journal of Human Genetics, en 2015, a publié l'ensemble des associations qui peuvent conduire à une maladie qui est sévère ou qui l'est beaucoup moins et qui font qu'on va offrir un diagnostic anténatal ou pas.
Et nous avons, au sein de la Société belge d'hématologie, nous avons un petit sous-groupe qui est un comité globule rouge. Et par ce comité, nous avons publié des guidelines que vous pouvez d'ailleurs trouver sur le site de la BHS. Et on s'est inspiré d'un schéma qui était donné par les Anglais. Ils sont toujours très forts dans l'aspect didactique. Ça a été fait par Bernadette Model. Et ça vous montre en fait l'association. Si le papa a une bêta-thalassémie mineure et la maman une bêta-thalassémie mineure, ben on a un risque sévère d'avoir une bêta-thalassémie transfusion dépendante, par exemple. Et puis, vous avez toutes les associations, donc on peut s'en inspirer. Alors, c'est quoi ce dépistage? Alors, j'ai rajouté préconceptionnel parce que, bien entendu, c'est beaucoup mieux. C'est un premier conseil, c'est de le faire en préconceptionnel. Ça évite toute angoisse. On a le temps d'informer les patients bien à son aise. Mais sinon, on peut en effet le faire en prénatal. Et si on le fait en prénatal, il peut être soit ciblé, soit systématique. En fait, en Europe, à part le UK, il n'y a pas de prénatal systématique. Pourquoi? Parce que ça n'a absolument pas été développé. Et même au United Kingdom, en fait, c'est systématique dans les régions où il y a plus de 15% de personnes à risque d'une hémoglobinopathie, et c'est ciblé, donc c'est-à-dire sur un interrogatoire, si on est dans des régions où il y a moins de 15% de risque de population à risque d'une hémoglobinopathie. Et ici, ça vous rappelle en effet ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que si le couple est à risque, on peut leur proposer un conseil génétique et on aura un diagnostic préimplantatoire qu'on peut proposer si c'est en préconceptionnel, ou sinon ce sera en anténatal. Donc le premier message, c'est que le dépistage préconceptionnel ou prénatal des hémoglobinopathies est utile pour la patiente, pour le couple et évidemment pour la descendance. Donc c'est déjà bien, on est parti sur... on est déjà parti sur une bonne base, c'est que le dépistage prénatal n'est pas inutile. Alors, que signifie un dépistage? On peut peut-être quand même le rappeler, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver au sein d'une population à éventuellement définir quelle est la personne qui est à risque de l'affection. Si ce dépistage est positif, et en général, on peut accepter d'avoir des faux positifs, mais pas de faux négatifs. Une fois qu'on a donc ce dépistage qui est positif, on peut offrir des tests complémentaires et ça va mener au conseil génétique ou une prise en charge adéquate ou une thérapie tout à fait ciblée. Alors, les hémoglobinopathies, qui va-t-on cibler, entre guillemets, si on ne fait pas un dépistage universel? Eh bien, on va cibler toutes ces régions-ci où vous voyez que les petites lettres qui se trouvent ici sont en fait les différents variants de l'hémoglobine qui sont cliniquement significatifs. Et puis, on a ce qu'on appelle la ceinture aussi, qui est la même, tout à fait superposable, d'alpha et de bêta-thalassémie. J'ai mis la petite map du paludisme, mais c'est une petite carte du paludisme en jaune qui date d'il y a très longtemps, puisqu'on n'a plus de paludisme en Espagne, dans le sud de l'Italie, en Grèce, à Chypre, etc. Mais en fait, les mutations permettent une protection relative contre le paludisme et c'est pour ça qu'on a énormément d'hémoglobinopathie dans ces zones qui étaient endémiques pour le paludisme ou qui le sont à l'heure actuelle. Alors tout ça a l'air très simple, mais on peut bien comprendre qu'avec les migrations, qu'elles soient forcées ou plutôt volontaires, on a tout à fait diffusé les porteurs essentiellement, mais les malades aussi, et donc on a une mixité très importante, et en particulier dans les métropoles. De là ont été sorties des recommandations, que ce soit du KCE ou les guidelines dont je vous ai parlé de la BHS. Donc les origines à risque, alors il ne faut pas oublier de parler des patients eux-mêmes, mais de leurs parents, de leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents. Et on considère que les origines à risque, c'est dès qu'on est hors Europe du Nord. Et donc je me souviens très bien d'une patiente que j'ai vue à ma consultation. Et en fait, elle avait déclaré qu'elle était belge sur plusieurs générations. Et puis, elle s'est rappelée, quand on lui a trouvé une hémoglobine S,
que son arrière-grand-mère venait du Burundi. Alors le deuxième message, c'est donc que ce dépistage préconceptionnel ou prénatal des hémoglobinopathies est à réserver à une population à risque si elle peut être définie. Je vous parle donc des troisième générations et des oublis. Et donc, oui, je vais revenir en arrière, excusez-moi. Et donc, ça veut dire que, en fait, on conseille en général dans des grandes villes, un peu comme le mécanisme qu'il y a au Royaume-Uni, de dépister, en fait, de faire le dépistage prénatal chez toutes les patientes quand on a une fréquence aussi importante d'hémoglobinopathie. Ça évite de ne pas dépister les personnes qui devraient l'être. Alors, quels sont les tests de dépistage des hémoglobinopathies? À nouveau, je ne vais pas vous faire tout un cours. Il est un peu tard dans la soirée, et puis je pense que ce sont des choses qui sont quand même bien connues. Je vous rappelle quand même que pour les thalassémies, c'est d'abord l'hémogramme. On a une hypochromasie. Je reviendrai sur les cut-offs. Donc, on ne parle pas du volume globulaire moyen ou MCV, mais bien du MCH, qui doit être inférieur à 27 picogrammes pour suspecter une thalassémie et inférieur à 25, qui sont les formes les plus sévères, et j'y reviendrai. C'est vrai qu'il y a une microcytose, mais ce n'est pas la recommandation. Et on a une anémie, mais pas toujours. Ensuite, on doit séparer et quantifier les fractions de l'hémoglobine, et c'est essentiellement l'hémoglobine A2, mais l'hémoglobine fœtale peut être d'un intérêt aussi. Et enfin, il faut toujours faire une biologie moléculaire si on veut un diagnostic définitif. Par contre, pour les variants de l'hémoglobine, la plupart, et si on parle de l'hémoglobine S qui est la plus fréquente, l'hémogramme est tout à fait sans particularité, s'il n'y a pas de thalassémie associée. On va donc séparer et quantifier les fractions de l'hémoglobine pour pouvoir identifier avoir une identification présomptive du variant, et puis on fera une biologie moléculaire, certainement si on doit faire un anténatal, et également si le variant est rare et qu'on se demande s'il est cliniquement significatif ou pas. Alors, je vous rappelle que c'est l'hémoglobine A2 qui est utile essentiellement dans les thalassémies, et que dans les alpha-thalassémies, nous avons 4 gènes qui permettent de produire des chaînes de globine alpha. Et si on a un gène qui est défectueux, on reste avec une valeur d'hémoglobine A2 qui est dans les valeurs de référence. Idem si on a 2 gènes qui sont non effectifs. Par contre, c'est seulement lorsqu'on a une hémoglobinosage, donc 3 gènes qui sont non effectifs, qu'on va avoir un taux d'hémoglobine A2 qui sera trop bas. Vous avez ici, par exemple, pour cette technique-là, la limite inférieure des valeurs de référence. Par contre, dans les bêta-thalassémies, donc on a toute une série de possibilités, et on peut encore synthétiser un petit peu de chaînes de globine, ou ce qu'on appelle bêta-0, plus du tout, mais le taux d'hémoglobine A2 est élevé, et de nouveau, c'est par rapport à la limite supérieure, cette fois-ci, de vos valeurs de référence. Alors le test, c'est pas première, mais première, le test de première intention, en fait, doit pouvoir retrouver tout ceci. Alors ceci, ce sont donc toutes les formes qui sont des formes cliniquement significatives et qui nécessiteront de prendre en charge la maman qui a été dépistée. Alors c'est clair que les patients qui sont homozygotes pour l'hémoglobine S, en général, ça c'est avant la grossesse, ça se connaît. Mais par exemple, vous avez fréquemment des patients qui sont hétérozygotes composés, des patientes hétérozygotes composées pour l'hémoglobine S et l'hémoglobine C, dont le diagnostic se fait au moment de la grossesse, et vous avez des formes beaucoup moins sévères comme SO qui peuvent aussi se diagnostiquer beaucoup plus tardivement, et ça peut être dans le cadre du dépistage. On doit également pouvoir dépister tout ceci, donc les différentes variantes de l'hémoglobine, mais aussi des thalassémies et une persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale. Donc si vous utilisez une technique, vous devez prouver en quelque sorte que dans la première intention, vous allez pouvoir, si pas identifier, en tout cas signifier qu'il y a quelque chose d'anormal, et ça pourrait être une de ces fractions. Alors, premier cas, donc on a un gynécologue qui prescrit une électrophorèse de l'hémoglobine pour sa patiente de 24 ans qui est enceinte de 6 semaines et elle est originaire d'Asie. Voilà ce que vous avez à l'électrophorèse. Donc, on a un taux d'hémoglobine A2 dans les valeurs de référence, une hémoglobine fœtale aussi. Est-ce que vous avez suffisamment d'informations pour donner une conclusion à votre résultat?
et une information, donc le gynécologue, une information à sa patiente. Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Si vous n'êtes pas occupé à vous inscrire. Non. L'hémogramme, excellent. Oui, sans l'hémogramme, on ne peut rien faire. Et donc l'hémogramme, par exemple, si on parle de l'alpha-thalassémie, ben vous avez besoin du MCH pour savoir que vous avez un risque d'alpha 0 avec un taux d'hémoglobine A2 qui est dans les valeurs de référence. Une alpha plus sera plutôt entre 25 et 27 picogrammes. Donc oui, interpréter une électrophorèse hémoglobine sans hémogramme, ça ne va pas. Et je remercie tous les laboratoires qui nous envoient leur demande de recherche d'hémoglobinopathie et qui nous joignent les résultats de l'hémogramme pour l'interprétation. Alors, le même gynécologue prescrit une biologie moléculaire dite thalassémie pour sa patiente de 32 ans qui souhaite avoir des enfants parce que voilà les résultats. Donc, vous voyez qu'on a une anémie, qu'on a un MCH à 21,5. On a des globules blancs et sur la prescription, il y avait également une VS. Alors, donc pour la biologie moléculaire, est-ce que vous pensez que doit-on chercher, une alpha, une bêta-thalassémie ou une autre pathologie? Il est certain que si on n'a pas, en plus de l'hémogramme, une ferritine pour faire le diagnostic différentiel d'une anémie microcytaire et qu'on n'a pas séparé les fractions de l'hémoglobine, oui, c'est bien, séparation des fractions de l'hémoglobine, eh bien, on ne va pas y arriver pour savoir ce qu'on doit faire en biologie moléculaire. Alors, c'est super, hein, le généraliste avait demandé l'hémogramme, la ferritine et la séparation des fractions de l'hémoglobine. Ce qui est un peu moins bien, c'est que le laboratoire, il n'a pas beaucoup de demandes et il fera l'analyse dans 15 jours. Si c'est un prénatal et que madame est enceinte de 9 semaines, bien, il faut pouvoir informer la patiente et il faut pouvoir lui proposer un diagnostic anténatal. Si on passe 12 semaines, on doit attendre 15 semaines pour un liquide amniotique et donc ça ne va pas. Donc il faut pouvoir proposer le résultat dans un temps relativement court. Alors, le laboratoire qui avait fait la séparation, donc vous voyez qu'on pense à une bêta-thalassémie, parce que le taux d'hémoglobine A2 était élevé, et il avait utilisé un kit en fait dédié à l'hémoglobine glyquée. Eh bien, ce n'est pas un problème, hein. C'est, au contraire, hein, ça vaut la peine d'avoir des techniques et on n'est pas nécessairement obligé de développer d'autres techniques, mais que ce soit pour l'hémoglobine A2 ou que ce soit les différents variants, il faut connaître les valeurs de référence pour les quantifications et il faut connaître les zones de migration pour les variants. Alors ici, donc vous voyez qu'on a une première technique qui est une électrophorèse capillaire et dans l'électrophorèse capillaire, on nous dit que c'est le pic que vous avez ici se trouve dans la fenêtre de l'hémoglobine S et alors il nous met toute une kyrielle de choses qui est parfois assez amusante d'ailleurs parce que certains variants sont des variants de la chaîne de globine alpha, donc la quantité en tout cas ne convient pas du tout dans ce cas-ci. Mais est-ce qu'on a assez d'informations pour donner une conclusion et donc renvoyer comme résultat présence d'une hémoglobine S à l'état hétérozygote? Encore un petit effort. Non. De fait, hein, il faut au moins une seconde technique basée sur un autre principe de séparation des fractions. Et comme ça, on croise les différents aspects. On croise les différents temps de migration et on peut ainsi, en tout cas, avoir un diagnostic présomptif. Donc, le troisième message, c'est que le dépistage des hémoglobinopathies nécessite les informations complètes. Ça va de la clinique à l'aspect biologique et au niveau biologique sur un ensemble de données. Les tests de dépistage en prénatal doivent être réalisés avec un TAT relativement court et le biologiste peut ajouter les analyses nécessaires pour un diagnostic présomptif
Et il peut faire également appel à un centre de référence. Alors voilà un quatrième cas, une gynécologue vous demande d'interpréter les résultats et ce qu'elle doit faire. En fait, sa patiente est enceinte de 7 semaines. L'hémogramme est dans les valeurs de référence, sa famille est belge sur plusieurs générations. Est-ce qu'il faut demander d'autres tests dans le cadre des hémoglobinopathies ou demander autre chose dans le cadre des hémoglobinopathies ? Non. Ce sont toujours les mêmes qui répondent. C'est amusant. Non. Mais est-ce qu'il faut demander autre chose ? Non, il y en a qui ne trouvent pas le formulaire. Ça stresse. Bon, en tout cas, s'il ne faut pas demander d'autres aspects, en tout cas d'emblée, ce qu'il faut faire, c'est que dans les recommandations, et ça se trouve aussi dans le dernier guide de consultation prénatale publié par l'ONE et le groupement des gynécologues de langue française en 2022 en Belgique, eh bien, on va faire un hémogramme, une ferritine, une séparation des fractions de l'hémoglobine, en plus de simplement l'hémogramme et la ferritine, si on a un MCH inférieur à 27 sans carence sans fer, des signes cliniques d'hémoglobinopathie, qu'on est une population à risque, mais aussi si le partenaire ou le géniteur est d'une population à risque. Donc ça veut dire que vous devez interroger la patiente pour lui demander quelle est l'origine de son partenaire, parce que si lui est d'origine à risque, ben, le couple est à risque aussi, et donc on testera madame, et notamment, juste pour un petit souvenir, l'hémoglobine D Punjab, ou appelée aussi l'hémoglobine D Los Angeles. Il y a eu une publication par Marianne Philippe il y a un certain temps. On voit qu'en Belgique, on a un certain nombre de Belges de je ne sais pas combien de générations qui ont ce variant de l'hémoglobine. Et donc cette partie-là n'est pas reprise dans les recommandations du KCE de 2015, mais ça me semble important de vous le transmettre. Donc le dernier message que je voulais faire passer, c'est qu'il faut connaître les recommandations et l'évolution de ces recommandations. Voilà, je suis arrivée à la fin. Nous sommes à votre disposition. Donc notre petite équipe, Anne-Sophie Adam, Sarah Benaïch, moi-même. Voilà notre numéro de téléphone si vous souhaitez avoir aussi des informations au niveau du laboratoire. Et puis il y a le centre de génétique humaine de l'ULB avec lequel nous collaborons et qui est un élément indispensable puisque tout ça, c'est une équipe qui va du clinicien en passant par le phénotype, le génotype et retour au clinicien. Merci beaucoup.